Voilà tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous parce que je suis allée faire un vide jardin, une expérience qui pour moi est vraiment, comment dirais-je, le nec plus ultra, le nectar du nectar dans le sens où vraiment c'est une sorte, on va dire, de brocante, moi qui suis fan de brocante, tout le monde le sait maintenant, ok, mais de brocante des plantes. Donc je veux dire mes deux passions réunies en un seul événement, c'est extraordinaire, bref, je suis allée faire un vide jardin. La particularité de ce vide jardin, c'est qu'il avait lieu au sein des jardins familiaux d'une ville à côté de chez moi. Donc c'est vrai que c'était vraiment sympa parce qu'en plus de gens passionnés qui avaient des petits stands aussi originaux les uns que les autres, il y avait vraiment un contexte, vous voyez, une ambiance au milieu de ces jardins familiaux où se mêle à la fois la récupération, l'upcycling, l'accumulation et en même temps la production, etc. Enfin, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment une bonne idée, que j'ai pu rencontrer des passionnés vraiment très très intéressants, j'ai pu leur poser des questions. Et en fait, je vais vous dire, là c'est la meilleure période, cette période automnale, donc on est vraiment aux portes de l'automne, même s'il fait 30 à 35 degrés tous les jours, ça c'est un autre sujet. Mais disons que en même temps qu'on est à même de pouvoir trouver aussi bien des cucurbitacées que des graines, etc., on a aussi un bon nombre de boutures, de petites pots qui ont été préparées. Ça y est, là on parle plus d'été, on parle vraiment du. Même s'il fait encore chaud, on est vraiment dans une autre période, une transition botanique. Et donc c'est là où on peut se permettre de glaner ça et là. Et donc ce qui est quand même chouette dans un vide-maison, c'est que lapsus révélateur, on reprend. Ce qui est vraiment chouette dans un vide jardin, c'est qu'on peut vraiment réussir à trouver des petites plantes, des petits bébés de plantes à des prix défiant toute concurrence et en même temps se permettre de se faire plaisir en possédant de nouvelles plantes. Vous comprenez bien que pour une passionnée comme moi, on n'en a jamais assez. Bref, je commence. Tout d'abord, j'ai jeté mon dévolu sur une Autunia cordata. Alors, c'est une plante assez sympa. Alors, je dirais que là, le fait qu'elle soit... Alors, vous voyez, elle me demande quelle planter, hein, n'est-ce pas? Alors déjà, petit disclaimer, je trouve que ce qui est vraiment bien, et là on voit qu'on est dans un univers de passionnés, c'est que pour chaque plante que j'ai achetée, il y avait, en plus du prix, un petit écriteau, toujours. Pourtant, c'était des stands divers et variés appartenant à différentes personnes. Mais on avait toujours le nom, etc. Donc là, c'est la variété caméléon, donc elle est bicolore. Donc je trouve ça bien qu'on ait toujours ce petit nom avec ses infos, tout ça, tout ça. Et puis bon, 3 euros, j'ai envie de vous dire, pourquoi s'en priver? Alors, cette plante, sa particularité, c'est qu'elle est également appelée le poivre de Chine. Alors, c'est une plante herbacée de la famille des saururacées. Et elle a plutôt tendance à devenir envahissante, donc faut se méfier, il faut réussir un peu à la canaliser et à la contrôler. Alors c'est vrai que c'est donc une plante couvre-sol qui va préférer les terrains frais et humides. Et c'est une plante qui est assez florifère, hein, une floraison très importante, blanche, tout l'été. Donc ça c'est quand même chouette, hein, j'ai envie de vous dire, parce qu'en plus d'être tapissante, alors on voit un petit peu des fleurs séchées, je sais pas si vous voyez, mais voilà, elle avait des petits, des petits, comme des petits rince-bouteilles mini en blanc, enfin voilà, assez chouette. Alors c'est vrai que quand elle est en pot, elle a tendance à se développer comme ça un peu érigée, mais rapidement après elle va s'étaler tranquillement lorsque je l'aurai mise en terre. Il faut savoir aussi que cette plante, la particularité qu'elle a, en plus d'être tapissante, ce qui est quand même un avantage assez certain lorsqu'on veut la mettre dans un massif, c'est qu'elle est comestible au niveau de ses feuilles, aussi bien en salade que donc crue, que cuite en tarte ou en potage, etc. Donc on aime beaucoup, et même si elle a un nom un peu particulier que je vous mettrai en barre d'infos, c'est sûr, elle est top. Ensuite, je vous présente la Talinum. Alors, la Talinum, j'espère que vous pourrez voir déjà qu'elle est assez exceptionnelle de par la délicatesse de ses petites fleurs, etc. Alors la Talinum, qu'est-ce qu'elle a de si chouette en plus d'avoir des fleurs. Bon là ça s'est cassé mais c'est sec, c'est en train de faire de la graine, donc c'est pas très grave. D'avoir des petites fleurs comme ça exceptionnelles. Alors la Talinum c'est donc une plante de la famille des Thallinacea et surtout elle a aussi comme nom autre commun le bijou d'Ophar. Donc cette plante, il faut savoir que avant tout c'est une plante ornementale avec une floraison printanière estivale avec ces mini étoiles fuchsia en l'occurrence qui sont vraiment chouettes, et je vais vous montrer ça plus en détail, mais vraiment je trouve que ça lui confère vraiment quelque chose d'assez délicat, magique et exceptionnel. Oui, tout ça pour une petite plante. Il faut également savoir que c'est une plante qui nécessite très peu d'entretien parce que c'est une plante annuelle, donc si vous voulez elle va disparaître l'hiver et l'été elle va renaître de ses cendres, enfin, plutôt de ses graines, au début du printemps, jusqu'à finalement être magnifique en été. Alors c'est vrai que vous voyez cette plante, je vous conseille vivement de la planter dans un large pot, parce qu'en terre, on n'est jamais vraiment sûr de là où ça tombe, etc. Et dans un pot, s'il est trop petit, si ça tombe sur la terrasse, sur le carrelage, ça le fait pas. Donc voilà pour le petit conseil. Et du coup, c'est assez sympa parce que si vous voulez, on peut la mettre en bord de massif et elle attire déjà les petits spécimens. Je sais pas si vous voyez. Oui, ça y est, la biodiversité est en marche.
j'adore. Là, on est en live. C'est quand même beau. C'est quand même chouette. Non, non, ce n'était pas un acteur. On appelle ça les aléas du direct et la beauté du direct. Non, non, ce n'est pas fait exprès. Ce n'est pas du tout un figurant que j'avais payé pour avoir cette petite partie de la vidéo. Mais écoutez, ça vient rajouter un peu de magie dans toute cette féerie botanique. Ensuite, alors un petit peu moins original, mais tout de même, de par son prix, 1 euro, je ne m'en suis pas privée. Donc une hémérocale fauve. Donc là, c'est vrai que la grosseur, alors 1 euro, hein, la grosseur de ce pied va faire que quand je l'aurai mis en terre, il faudra peut-être attendre presque 2 ans avant que j'ai des fleurs, mais c'est pas grave, parce que ça, elle va aller dans un de mes massifs et puis elle va tranquillement se développer. Alors l'hémérocale, il faut savoir que c'est une plante ornementale hein, que l'on retrouve dans beaucoup de massifs et qui se marie à la fois avec les graminées, avec les plantes plus exotiques, enfin, voilà. Il faut savoir que l'hémérocale, c'est une plante très florifère, on en a des jaunes, des oranges, des doubles, des simples, des rainurés, etc. Donc c'est quand même chouette. Elle a une floraison qui va être très très dense pendant l'été. On va en voir un petit peu à la fin du printemps et un petit peu au début de l'automne, mais c'est majoritairement l'été. Voilà, ce que je peux rajouter, c'est que évidemment c'est une plante qui demande très très peu d'entretien, parce que si vous voulez, le feuillage est toujours comme ça, vert et présent. On enlève quelques petites feuilles moches ou sèches et ça suffit quoi. Et si je pouvais ajouter un petit détail, je dirais que c'est une espèce asiatique et qu'on l'appelle également le lys d'un jour. J'aime beaucoup cette fleur, je trouve qu'elle est très intéressante et quand je travaillais en Uruguay, j'utilisais beaucoup avec l'agapanthe et vraiment, voilà, écoutez, une petite hémérocale faux dans ma collection, why not hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, donc je le redis au cas où, mais l'exposition c'est soleil mi-ombre. Donc on peut aussi se permettre de l'imaginer en pied d'arbre, etc. Mais il faut quand même que les rayons du soleil viennent lui caresser les feuilles. Ensuite, je me suis procuré ce petit iris japonais, 1 euro. Alors, j'adore en plus le recyclage des pots, tu vois, les pots de faisselle, etc. Non, là, on est vraiment essayé d'aller au maximum de la récup, au maximum de la... Non, j'adore. Bref. Donc, ce petit iris, le contexte autour de moi s'y prête parce que c'est un iris de Bordeaux. Voilà, donc il a une floraison assez sympa parce que très érigée, très graphique, avec une espèce de bleu violet avec du blanc. Enfin, c'est presque, on dirait que c'est une fleur qui est peinte tellement qu'elle est belle. Et je dirais qu'elle est beaucoup plus dense que, vous voyez, l'iris commun qu'on a l'habitude de voir, qui est plutôt lui une espèce de tubercule de terre sèche, aride. Là, on est vraiment au Bordeaux, donc on va avoir une fleur bien plus présente et qui va vraiment faire un contraste très intéressant avec le milieu aquatique qui, lui, offre la plupart du temps des floraisons plutôt autour des jaunes, vous voyez, ou des blancs. Donc là, ça va vraiment être un contraste chromatique intéressant. Donc c'est une vivace de la famille des iridacées, hein, voilà, donc jusque-là, bon, rien d'exceptionnel, mais c'est quand même bien de le savoir. Donc je vous parlais de sa floraison qui est donc très gracieuse et stylisée, et elle a lieu à peu près de mai à fin juillet, donc ça lui confère une période de floraison assez étalée, et donc du coup, pour le coup, intéressante. C'est une plante très rustique, voilà, qui résiste très très bien aux températures en dessous de zéro. Donc ça c'est quand même un avantage, surtout quand on a envie de se faire plaisir autour de son bassin et qu'on a peur que tout le monde crève autour et qu'on se retrouve avec un bassin pelé l'hiver. Ben, elle non, elle résistera, elle tiendra bon. Et c'est une colonisatrice mais lente. Donc ça c'est plutôt chouette, ça nous permet quand même de la maîtriser au niveau de son développement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est contrairement aux autres iris, c'est que elle, au fur et à mesure qu'elle se développe, si on en a marre, on a juste à tirer et hop, ça s'enlève tranquillement, très légèrement. Ça vient pas s'incruster avec des gros bulbes comme ça, bien durs et bien enracinés. Non, donc on peut assez bien la maîtriser et du coup se faire plaisir au bord de son jardin. Pour compléter ma collection, je me suis acheté une euphorbes cyprès. Il faut savoir que j'ai un affect particulier avec les euphorbes. Je trouve que c'est des plantes tellement graphiques, délicates, vraiment. Enfin là, vous voyez, j'en ai partout autour de moi. Je les trouve vraiment trop belle. Alors celle-ci, je dirais que son petit défaut, attendez, juste je vous montre le détail, j'adore. Petit bâtonnet de magnum entamé dont on se sert pour ensuite faire une petite étiquette. Enfin, j'adore. Excusez-moi, je reprends. Oui, alors je dirais que son côté négatif, c'est qu'elle est très envahissante. Et même pour vous dire, il y a plusieurs dames, parce que des dames passionnées, vous en doutez, au vide-jardin, d'autres stands qui m'ont dit « Ah, vous avez acheté une euphorbes cyprès, c'est vrai qu'elle est très belle, elle fait une belle floraison, mais attention, une fois qu'elle s'installe dans la terre et qu'elle se développe, c'est terminé, on est coincé. Donc vraiment, gardez-la en pot. » Donc ça tombe très bien, j'ai un magnifique pot en pierre, là, un petit peu moussu, qui est à côté de mon bassin, donc je vais la planter là, moi je serai sûre de la maîtriser. Voilà. Donc l'euphorbes cyprès, c'est une vivace de la famille des Euphorbiaceae. Elle a un feuillage caduc, donc comme je vous le disais, c'est également, malgré le fait qu'elle soit caduque, une espèce invasive, donc attention.
Donc comme c'est une forme, elle adore la chaleur et le plein soleil. Alors faut penser quand même à l'arroser, mais elle aime ces conditions assez extrêmes tout de même. Elle possède une très très grande rusticité jusqu'à moins 34 degrés. Et il faut également savoir qu'elle est très florifère. Donc elle fait comme ça une floraison jaune assez vive, une espèce de jaune-vert, un peu comme les euphorbes le font. Et du coup avec le contraste de ces petits feuillages, d'où le nom cyprès, parce que vous reconnaissez un peu comme des aiguilles de cyprès. Enfin voilà, tout s'explique. Bref, enfin, voilà, c'est une plante que je trouvais assez remarquable, assez bien développée. Je l'ai payée, excusez-moi, je mange mes cheveux, 2 €, hein, que voulez-vous, voilà, je me suis fait un grand plaisir. Et donc elle va venir rejoindre ma collection. Ensuite, rien à voir avec l'extérieur, mais il fallait bien que je me fasse un petit plaisir d'intérieur. Donc je vous présente une Aegmea fasciata. Voilà, comme elle est splendide avec son espèce de feuillage zébré un peu préhistorique dinosaure. Elle est chouette, hein, payée 10 €. Et oui, mesdames et messieurs, dans un beau pot en terre. Voilà, donc je me suis fait un petit plaisir parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'offre une plante d'intérieur, n'est-ce pas? C'est la famille des Broméliacées. Alors elle est originaire d'Amérique du Sud et Amérique centrale, mais on la retrouve beaucoup également, c'est évident, dans des forêts un peu tropicales comme ça, humides du Brésil. Hein. Il faut savoir que c'est vraiment la plante tropicale par excellence, donc c'est vrai que nous, chez nous en France, c'est du coup une plante d'intérieur et des vérandas, bien entendu. Il faut également savoir que ce qui est assez dingue, c'est que c'est la cousine de l'ananas, et oui, et oui. Et alors, pour prendre soin d'elle, c'est assez particulier, mais il ne faut pas hésiter à la vaporiser à peu près tous les 3 jours. Il faut savoir en fait que son feuillage, vous voyez, une espèce de corolle comme ça, assez originale, eh bien, va venir récupérer l'eau, en fait, comme dans des petits réceptacles. Et c'est ça qui va faire en fait qu'elle va s'arroser petit à petit. Donc, je trouve ça quand même chouette parce que pour les gens qui ont du mal à prendre soin de leur plante d'intérieur, là pour le coup, ça ne demande pas un entretien assez, vous voyez, un truc de dingue. Je trouve ça vraiment bien que la plante vienne nous aider à prendre soin d'elle, tout simplement. Alors, il faut savoir que c'est une plante, en plus d'avoir un feuillage assez dingue, qui a une floraison absolument exceptionnelle. Alors, elle ne fleurit qu'une fois par an, mais la fleur vraiment se suffit à elle-même, je vous assure. Puis elle reste, hein, vous voyez, c'est un peu comme l'orchidée, mais c'est une fleur qui peut être vraiment présente un mois et demi au niveau de la plante. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc vous voyez, elle a tendance à faire pas mal de petits départs. Ensuite, donc, on peut aisément les défaire et les changer de peau. Mais je trouve qu'elle est vraiment graphique, elle est vraiment belle. Et je me suis fait ce petit cadeau. Alors, je vais nettoyer peut-être quelques feuilles qui ont pris un petit peu trop les rayons du soleil. Mais encore une fois, j'adore ma trouvaille. Et donc pour terminer ce vide-jardin, je ne pouvais pas passer à côté de petites pépites sucrées. Bah oui, parce que qui dit jardin, dit potager, dit fruits, dit confiture. Donc je me suis pris une petite confiture abricot melon kumquat. Voilà. Je me suis également pris une petite confiture rhubarbe kumquat. Niblem, ne fais pas ton jaloux, on parle de sucre, ça y est. Hein, bon, s'il te plaît. Niblem. Et pour terminer, je me suis pris figues cannelle. Oui, regardez comme elles sont trop belles. Alors, je vous parle pas du prix, 2,50 € la confiture maison. Ah, viens voir, il y a les confitures. Viens voir les confitures. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des confitures pour toi? Viens là. Allez, viens. Tout le monde me demande comment il va. Bah écoutez, il va bien. Il est toujours en train de ronchonner, mais il va bien. Hein, il n'aime pas trop la caméra. C'est son côté timide. Voilà, mais il est là. Il est là à chaque fois que je fais mes vidéos. Il est là à chaque fois que je vais chercher mes plantes. Il est là à chaque fois que je plante. C'est un vrai assistant, que voulez-vous, messieurs, dames? Eh oui, c'est mon petit corgi assistant. Hein, mon bébé? Oh oui. Oh lol. Et tu viens perturber ma vidéo, tu sais, là, on n'est pas trop... Ça fait pas trop sérieux, tout ça, hein, voilà. Bon, montre comme tu peux. Montre comme tu peux. Vous avez vu que j'ai une autre passion, c'est mon chien, hein, pour ceux qui l'auraient pas compris. Bref. Et en parlant de chien, oh là là, tu me fais une transition toute trouvée. Je me suis également fait un petit plaisir, mi-brocante, mi-jardin. Regardez-moi ça, cette mignonnerie. Une petite tasse vintage aux allures de chien. Oh, j'ai quelques poils, possible. Plantée d'une petite crassoulacée, regardez-moi ça. Je terminerai là-dessus, j'adore. Bref, écoutez, j'espère que cette petite expérience botanico-brocantesque vous aura plu. Moi, j'ai adoré améliorer ma collection et vous parler de plantes que vous ne connaissiez peut-être pas. Et en attendant la prochaine vidéo, écoutez, je m'en vais planter de ce pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour les bruits derrière, mais Niblom vient de retrouver un os dans un de mes massifs. Quel bonheur! Bref, encore merci pour votre soutien et vos visionnages, tout ça. J'ai plein de poils de chien, je vais arrêter. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!